effectivement, on ne lit plus, on lit de moins en moins. Il y a une enquête qui a été faite en 1973. Maintenant, cette enquête qui a été faite en 1989 prouve que ceux qui étaient des grands lecteurs ne lisent plus. Mais, disent-ils, ou lisent beaucoup moins, et notamment les jeunes. Mais disent-ils, ça n'a aucune importance. Pourquoi ça n'a aucune importance? Parce que ce n'est rien d'autre qu'un changement dans les pratiques culturelles. Et le temps perdu par la lecture est un temps gagné pour l'audiovisuel, pour la télévision. Et c'est donc une intensification de ce qu'ils appellent la pratique téléspectatrice. Il faut vraiment être un chercheur au CNRS pour inventer une formule comme ça. Elle est géniale, la pratique téléspectatrice. Et puis alors, on se dit, bon, mais il y a d'autres pratiques culturelles. En effet, ils disent, il y a des frileux, parce que le mot frileux aussi est tout à fait extraordinaire. Dès que vous vous opposez au nom d'un certain nombre de critères, au nom de la vie avec la pensée, vous êtes frileux. Là, d'un coup, nous vivons dans un monde de la chaleur, de la convivialité, donc tous ceux qui ne l'aiment pas, c'est des gens frileux. Et il y a d'autres pratiques, lesquelles? Eh bien, il y a des gens qui bricolent, pratique culturelle. Vous allez au restaurant, c'est une pratique culturelle. Vous faites du shopping. C'est une pratique culturelle. Vous allez vous acheter des chemises, vous lisez de la BD, etc. Donc ce sont quand même des gens qui d'un côté vous répondent, mais tout ça c'est une lapalissade, on n'a pas besoin de vous pour savoir que, bon, un roman de Nabokov c'est autre chose qu'un roman de Barbara Cartland, mais qui vous disent, en fait, dans les enquêtes commandées par le ministère de la Culture, qu'il n'y a aucune différence et que nul ne peut se plaindre puisque la culture continue d'exister. Autrement dit, si vous voulez, la culture est toujours menacée, est toujours précaire, est toujours périssable. Mais aujourd'hui, on s'est en quelque sorte arrangé pour ne jamais s'apercevoir de sa disparition. Tout étant pratique culturelle, s'il n'y a plus de livres, ça n'a aucune importance. Si on n'est plus dans la culture, il y aura toujours des pratiques culturelles. Donc la seule disparition possible de la culture dans ce cadre de pensée a priori, c'est la disparition de l'humanité. Mais dès lors qu'il y aura un homme quelque part qui se lèvera pour se laver les mains, pour se gratter le nez, on sera dans les pratiques culturelles. J'ai aussi lu ce bouquin et j'apporterai peut-être un petit correctif quand même, c'est que cette enquête révèle que les gens qui regardent la télévision, sur 100 personnes qui regardent la télévision, 21 personnes ont lu 20 livres ou davantage. D'autre part, les gens qui lisent beaucoup de BD semblent être aussi de très forts lecteurs. C'est dire toutes lettres dans cette enquête. Oui. Donc c'est pas aussi simple peut-être. Écoutez, non. Moi, j'ai remarqué également que cette enquête constatait qu'aujourd'hui, les pratiques téléspectatrices, parce qu'il faut quand même utiliser les termes des sociologues, avaient changé, et elles ont changé de façon très intéressante. Et je l'ai constaté pour moi-même, si vous voulez, parce que nous sommes tous, si catastrophilia, nous sommes tous les cobayes, les victimes. Hein, je suis pas, si vous voulez, hors du monde, à juger le monde. Je suis dans le monde, et je souffre de ce que ce monde me fait devenir. Ils disent, aujourd'hui, on ouvre de moins en moins la télévision pour regarder un programme, on ouvre la télévision pour regarder la télévision. On regarde la télé. Oui. Et c'est vrai, on arrive à la télévision et on ouvre la télévision pour se vider la tête. Ce qui est évidemment, mais ce que je conçois très bien, c'est qu'il y a des jours où je suis fatigué. Comprenez bien. Des jours où je parle surtout, je parle pas de la télévision suisse, je parle de la télévision française, hein, parce que c'est vrai que c'est un problème très différent. Mais je suis fatigué, je sais que ce sera nul. Bon. Mais en même temps, j'ai absolument envie de rien d'autre. J'ai des soucis, j'arrive pas à écrire, je me suis disputé avec quelqu'un, etc. J'ouvre la télé et c'est ça que je veux. Et elle me donne ce que je veux, c'est-à-dire me vider la tête. Mais le subterfuge et l'imposture, c'est de dire qu'une activité destinée explicitement à vous vider la tête et que vous percevez ainsi, puisque, encore une fois, vous ne savez pas quel programme vous allez regarder, vous voulez de l'image et rien d'autre que du défilé d'images, une telle activité est mise sur le même plan et revêtue du même terme qu'une activité destinée à vous remplir la tête et à vous donner à penser. Mais il est clair que précisément quand vous regardez la télévision, c'est pas quand vous lisez un livre. Vous pouvez lire un magazine comme vous regardez la télévision, parce que vous avez un magazine de 150 pages, vous avez 20 pages de rédactionnel, le reste c'est de la pub, donc c'est la même chose. Mais vous pouvez pas lire un livre comme ça. Donc vous lisez un livre précisément pour une autre raison. Et il y a un moment où vous ne voulez plus le faire, parce que vous êtes trop fatigué pour le faire, et ce moment-là, il faut en plus qu'il y ait une armada de sociologues, d'intellectuels et de pseudo-démocrates pour vous dire, rassurez-vous, faites-le en toute bonne conscience, parce que c'est de la culture au même titre que ceux dont vous ne voulez pas, parce que ça va vous remplir la tête. C'est vraiment dommage. Mais qui lira cette enquête ?
Je suis persuadé que votre pratique de la télévision, comme la mienne ou celle de beaucoup de gens, est plus sélective. Non, et qu'il est très rare, personnellement, que je l'ouvre pour simplement me détendre. J'y cherche quelque chose que j'y trouve souvent. Mais pas. Vous avez de la chance, parce que vous avez de la chance d'habiter la Suisse. Mais je dis ça pas par démagogie. J'ai vu il y a quelques mois à Beaubourg un film qui a été coproduit par la télévision suisse romande sur les derniers Juifs de Pologne. C'est un film qui s'appelle Les Derniers, et c'est un film absolument extraordinaire où sont interviewés. Il a été réalisé à la fin de l'époque communiste, avant l'arrivée au pouvoir de Solidarité, sont interviewés quelques Juifs qui subsistent aujourd'hui en Pologne. Voilà un problème dont tout le monde parle. Hein. On parle de Wałęsa, on est en train d'intenter à cause de la renaissance de l'antisémitisme, un faux procès à Vajda et à son film Janusz Korczak, qui n'est pas suspect d'antisémitisme. Bon, eh bien ce film-là, toute la télévision française, toutes chaînes confondues, a refusé jusqu'à présent de l'acheter. Vous voyez, nous sommes dans une situation vraiment sinistrée. La France en matière de télévision est absolument sinistrée. Je le sais. Et moi, c'est en tant que sinistré de la télévision que je l'allume. Donc je l'allume pour ça. Bien entendu, je ne suis pas plus sélectif qu'un autre, bien au contraire. Et d'ailleurs, je me suis, à cause de ma propre, comment dire, de cette aliénation qui était la mienne, et pour avoir une vie de famille à peu près correcte, et même pour retrouver le temps, le talent de m'ennuyer, j'ai supprimé la télévision chez moi. Donc je ne suis pas plus sélectif que vous, mais quand bien même une telle activité se déploierait, ce qui est grave, c'est moins tant encore son existence que les alibis dont elle se revêt et le prestige, si vous voulez, qui est le sien, et la difficulté qui nous est faite de la critiquer. Pour en venir maintenant au livre, est-ce que le livre vraiment est en sursis ? Je me souviens d'un texte d'un écrivain américain qui disait « Je fais partie de la dernière génération qui s'est formée à travers l'écrit ». Est-ce que vraiment il y a une menace de cette sorte ? Est-ce qu'on va abandonner le livre comme instrument de formation à l'école, par exemple ? Écoutez, je pense que cette menace existe, oui. Je pense que cette menace existe. Elle prend différentes formes. Bon, la forme la plus massive, la plus spectaculaire, c'est, et là les enquêtes sociologiques le disent, quand même le temps occupé dans l'espace dit des loisirs par la télévision. Aux États-Unis, c'est 7 heures par jour, quelquefois. En France, c'est 3 heures, mais on nous explique qu'en 10 ans, la télévision a gagné une demi-heure. Il faut bien qu'elle gagne sur quelque chose. On est bien que les gens... Quand est-ce qu'on lit ? On lit le soir. On lit le soir au lit. Donc si vous regardez la télévision à la place de lire, vous allez vous coucher à 10h30, 11h moins quart, 11h. Vous avez 10 minutes de lecture qui si vous voulez, c'est le somnifère. On en est vraiment au livre somnifère. Donc, il est clair qu'on a de moins en moins de temps pour ça. Et il est vrai aussi que l'école tente aujourd'hui à ne plus faire au livre la place centrale qui était la sienne. Et alors, c'est là qu'il faut s'entendre sur le mot livre. Vous voyez, parce que comment dire, je trouve aussi que le livre en tant que tel n'est plus l'objet du même respect qui... De la part des professeurs. Mais même de la part des consommateurs, et je dirais même de la part des écrivains, de ceux qui écrivent. Il y avait une descendance directe entre le livre profane et la Bible. Le livre était quelque chose de sacré, quand même. Si vous voulez, le livre, ça vous parlait du monde, c'était quelque chose de sacré. Il y a aussi, comment dire, de plus en plus de livres qui sont de faux livres. On hésite, oui. Est-ce que vous partagez l'opinion d'Alan Bloom, qui dit qu'aux États-Unis, le grand drame, c'est que plus personne ne lit la Bible en famille, comme c'était le cas autrefois dans les familles puritaines? Écoutez, je dirais, bon, moi je ne vis pas aux États-Unis, je ne peux pas parler au nom d'Alan Bloom. Je pense que la Bible a eu un effet civilisateur aux États-Unis absolument extraordinaire. L'alphabétisation est passée par là. Je crois qu'il y a eu un pari en Occident, qui est le pari même de la culture, qui était de dire, en quelque sorte, le roman, la littérature, la pensée, la philosophie vont prendre la place qui était occupée par la Bible. Et c'est un pari extraordinaire. Je ne suis pas pour un retour, si vous voulez, à un seul texte sacré, mais il y avait une sorte de filiation. C'est-à-dire que ce qu'on retenait de la Bible, c'était l'idée que nous en avons besoin du livre, du détour du livre pour nous comprendre nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'une compréhension immédiate de nous-mêmes, d'un accès. Il n'y a pas d'accès immédiat de soi à soi. Il faut nous faire disciples du texte pour
accéder à la fois au monde et à nous-mêmes. C'était l'idée de ce détour qui nous vient de la Bible. Mais la Bible ne peut pas avoir le monopole d'un tel détour. Voilà quel a été le pari de la culture. Je constate que ce pari est en train d'être perdu, d'abord parce que le livre est concurrencé par l'image, et par une image qui n'a absolument pas la même vocation, qui a une vocation en quelque sorte d'hébétude, et d'autre part parce que de plus en plus de livres paraissent qui n'ont en quelque sorte que l'apparence du livre, des enquêtes journalistiques, des petits trucs comme ça. Vraiment, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, quand un éditeur ne se dit pas en publiant un livre, si vous voulez, qu'il met en circulation quelque chose qui est destiné à durer. C'est une sorte d'article de journal broché. De plus en plus, et à l'école, on assiste à un phénomène, si vous voulez, qui va dans le même sens. Par exemple, l'enseignement des langues. Et évidemment, on insiste beaucoup dessus à l'heure de l'Europe, mais on vous dit, il faut dissocier l'enseignement des langues de l'enseignement de la littérature. Et bientôt, on vous dira, il faut dissocier l'enseignement de la langue maternelle de l'enseignement de la littérature. Donc, privilège de l'image, déclin, si vous voulez, du livre au sens biblique du terme, et en même temps, déclin privilège de la langue orale, privilège extraordinaire de l'oral dans l'enseignement même. Ça laisse extrêmement peu de place au livre tel qu'on l'entendait jusqu'à présent. Oui, mais à côté de ces pseudo-livres que vous décrivez, il reste quand même une place très importante pour les vrais livres. On trouve aujourd'hui beaucoup plus facilement les philosophes du passé qu'on ne les trouvait à l'époque de leur première publication. Je pense à Nietzsche ou d'autres. On trouve aussi vos livres plus facilement que ça n'aurait pu être le cas il y a 30 ou 40 ans. Plus facilement qu'à l'époque de Nietzsche, ça, il n'y a pas eu un vrai âge d'or, un âge d'or dont on serait éloigné. Et je ne dirais jamais ça. Je ne dirais pas qu'il y a eu un âge d'or de la culture dont on se serait éloigné. Il y a une certaine idée de la culture dont on s'éloigne, si vous voulez. Cette idée, je ne dis pas, si vous voulez, c'est quand même un peu comme l'idée de république. Quand, c'est un autre débat, mais qui a fait rage en France, si vous voulez. Quand on affirme une certaine idée de la République, on dit qu'elle est complètement perdue. La télévision, c'est aussi ça. C'est-à-dire, totale indifférence au service public. On dit, bah, il y a eu un moment extraordinaire où la télévision était géniale, il y a eu un moment sublime où la République était, vraiment, si vous voulez, l'idéal incarné, l'utopie réalisée. Pas du tout. On dit simplement que cette idée avait une certaine valeur régulatrice, que c'était un idéal auquel on pouvait confronter la réalité existante. Je constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Que, de même que l'idée républicaine est en train de passer complètement aux oubliettes, de même en est-il d'une certaine idée régulatrice de la culture. Et que c'est ça, le tout culturel. Ce n'est pas, si vous voulez, le remplacement d'un âge d'or par un âge horrible, c'est la disparition d'une certaine idée de la culture.